Jean-Jacques Rousseau, qui a écrit Le contrat social. Il aimait bien dire que nul n'est assez fort pour être toujours maître s'il ne transforme pas sa force en droit et l'obéissance en devoir. Donc pour dire Nul n'est que assez rien fort n'est éternel, s'il ne transforme. tout a un commencement et une Absolument. fin. Voilà. Transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. La deuxième pensée, c'est celle de Jean Jaurès, qui disait « Il n'y a pas de liberté toute faite. La liberté ne naît pas du sol ni du climat. Elle naît de la lutte et de l'effort des hommes. » La première pensée, si vous avez bien compris, je m'adresse à ces hommes qui se croient forts et forts pour toujours. La deuxième pensée, je la destine, n'est-ce pas, au peuple congolais, qui doit se réveiller, parce que les jours à venir sont à craindre. Maintenant, en 2024, le problème se pose, mais vraiment avec acuité. Et les services, bien sûr, de distribution d'eau potable au Congo-Brazzaville sont mais, de plus en plus médiocres. Absolument, absolument. Je n'ai pas laissé la couleur de l'eau que je suis venu trouver. Dolizi, oyo mai ya Dolizi, oyo ezobima na pompe, ezobima na ndako. Maintenant boye bakoloba ke épidémie ezouta na mai te. La Congolaise des eaux. La Congolaise des eaux. Même Maz, il y a le fleuve ou bien Maz arrive, même oui, je dis après. T'as là, bah, Mama nzambi mani mama le Congo kufuire taleno mamba mataduka kuku château d'eau mamba mataduka taleno mamba ku château d'eau beto mamba mvingu. Voici l'eau qui sort du robinet à Brazzaville. C'est d'aller sur WhatsApp. L'eau qui coule à la pompe. L'eau paxée. C'est bizarre ça. Oh. Benu tale mazi kena kubaki na pompe. Yai betike noya wo betike saliki. Poto. Aya. La couleur jaune ou brune ou je ne sais pas quoi. Mais je n'ai pas laissé. Ça veut dire que l'eau n'est pas traitée. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez pour la première fois sur R7. Ce numéro portera essentiellement sur l'accès quasi impossible à l'eau potable au Congo-Brazzaville, résultat d'une incompétence notoire ou volonté politique. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau R7 Christian Gilbert Mabialagashi, juriste, politologue, essayiste. Bonjour Christian Gilbert. Bonjour, monsieur Christian Perrin. Un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Alors, la République du Congo, aussi appelée Congo-Brazzaville, pour le distinguer bien sûr de la RDC, compte à peine 6 millions d'âmes, 6 millions d'habitants, à en croire les dernières statistiques du recensement général de la population et de l'habitat 2023. Un pays très riche en ressources naturelles, producteur du pétrole, du gaz, exportateur des minerais du bois, pays avec une façade
à la mer, doté d'un réseau hydraulique très dense et important, mais curieusement avec une population des plus pauvres de la planète, qui manque de tout, tout presque. L'accès à l'eau potable est quasi impossible. Je vous propose de suivre d'abord ce reportage et on revient sur le plateau pour continuer. Suivez. Les années 86, il y avait l'eau partout. Il y avait de l'eau quand même, l'eau coulait quelque part ici. L'eau coulait. Nous, on quittait ici pour aller puiser l'eau là-haut, chez M. Miekuntima. Mais à un certain moment, on ne voit plus l'eau. Mais je dis bien que pendant le confinement, l'eau coulait. Tout le monde avait l'eau, chaque jour. Et puis, qu'est-ce qui se passe vraiment à la SN2? Qu'est-ce qui se passe? Ce cri de cœur résume les difficultés d'eau que rencontrent les populations de Mansimou, à Madibou, 8e arrondissement de Brazzaville. Dans ce quartier, où les robinets servent d'objet de décoration dans les parcelles, les populations s'approvisionnent en eau dans les forages et directement à la rivière Djoué. Avant 4 ans, l'eau coulait, donc ce sont les installations qu'ils ont mis là, c'est ça qui nous fait ça. Parce que les tuyaux sont bouchés déjà, il y a la saleté à l'intérieur, l'eau ne coule pas bien, et tout c'est la saleté, c'est ça. Quand vous déposez les bidons la matinée, c'est quelque chose de 13 heures pour récupérer les bidons, parfois jusqu'au soir. Vu que s'il y a le courant, oui. Mais s'il n'y a pas le courant, franchement, on est mal. À moins que tu veuilles souffrir en posant de l'eau au forage et ramener à la maison tout le temps. Du coup, tout le monde est obligé de descendre pour laver les habits, faire la vaisselle et tout. Les habitants de Mansimou, qui manquent pourtant d'eau potable, dénoncent cependant la réception des factures de la Congolaise des eaux. Les factures viennent par mois, mais l'eau, on ne voit pas. Mais les factures viennent quand même. Pour les populations de Mansimou, la solution aux difficultés d'approvisionnement en eau potable ne viendra que de la mobilisation adéquate des autorités compétentes. Alors, question Gilbert. L'eau, c'est la vie, dit-on. Les Congolais manquent même de l'eau potable. Ils doivent parcourir donc des kilomètres pour s'approvisionner dans des forages privés avec, bien sûr, les coûts exorbitants que cela implique, ou dans des rivières. Et là aussi, il y a des risques de noyade, des enfants qui se noient parfois. 64 ans après l'accès du Congo, Brazzaville, à la souveraineté internationale. Votre commentaire? Et mon commentaire, c'est l'étonnement. L'étonnement et la surprise de ce que cette question demeure encore entière. Je vais vous partager l'expérience que j'ai vécue. On est en 2008. Oui. Je suis encore de l'autre côté là-bas, en France. Je publie un article sur Jeune Afrique. Article que j'avais publié à la suite, n'est-ce pas, d'une crise mondialement connue, puisque c'est la crise des subprimes. Oui. Et dans cet article, je fais le constat de ce que la France avait, n'est-ce pas, pris un plan au profit des banques. Et en réaction de ce plan, je me suis demandé, je dis, mais pourtant, la France est liée avec les pays africains par le franc CFA depuis les années 1945 qu'on a créé cette monnaie. Monnaie donc des francs des colonies françaises d'Afrique. C'est bien son premier nom. Et une monnaie d'ailleurs, une monnaie calquée à la monnaie nazie en fait, qui a existé comme ça, je crois. Absolument, absolument. C'est l'expérience que eux-mêmes ils avaient vécue vis-à-vis des Américains et n'ayant pas voulu que justement, et ils ont calqué cette monnaie pour l'imposer aux Africains, à nous autres, à nos pays pour nous faire subir ce que les Américains les auraient fait subir. Donc, ils avaient compris, De Gaulle en particulier, le général De Gaulle avait compris ça, et donc il a imposé à nous. Et donc, dans cet article, je commence par dénoncer cette attitude qui consiste à voler au secours des banques françaises et ne rien faire pour les pays africains. Ma réaction, donc, c'était de dire, dans le titre de l'article d'ailleurs, c'est l'Afrique grande oubliée de la crise financière.
et où je déplore que la France vole au secours des banques françaises et laisse de côté les pays africains avec lesquels elle est liée depuis 1945 lors de la création du Front des colonies françaises d'Afrique. Et elle préfère désormais voir ces pays souscrire, n'est-ce pas, des dettes auprès de ces pays, puisque en 2007 plutôt, octobre 2007, lors de la réunion des ministres français, enfin des ministres de la zone franc à Paris, Madame Christine Lagarde, qui était donc ministre des Finances française, avait déclaré la décision de la France consiste, n'est-ce pas, à faire évoluer sa politique d'aide au développement. Désormais, disait-elle, l'AFD, l'Agence française pour le développement, accordera des prêts souverains aux pays dans lesquels la France n'intervenait que sous forme de subvention. Alors, vous vous rendez compte, sous forme de subvention, la France a-t-elle déjà subventionné un pays pour son développement? C'est la question que tout le monde peut se poser. Mais lorsque vous dites ça, lorsque vous avez dit la France volait au secours de ses banques, est-ce qu'on peut penser que c'est avec les réserves, voilà, j'allais dire africaines? Ah, mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais bien sûr. C'est d'ailleurs, j'en viens. Aussi, je m'étais interrogé si l'Afrique ne ferait-elle pas mieux de s'affranchir d'une zone CFA qui est davantage un frein au développement qu'un réel levier économique. Avant de conclure, quoi qu'il en soit, des mesures urgentes mériteraient d'être prises, sinon ce volcan de misère qu'est l'Afrique pourrait faire éruption dans un futur très proche. Je crois que cette conclusion avait, n'est-ce pas, un côté prémonitoire, puisque depuis, dans d'autres côtés, il y a ce volcan qui a commencé depuis un certain moment. Donc, je ne m'étais pas trompé. Venons-en donc, à l'eau. Oui, l'accès à l'eau potable. Voilà. Et vous pensez que c'est, voilà, c'est avec étonnement, vous avez dit tout à l'heure, c'est une surprise. Surprise pourquoi concrètement? Mais surprise parce que je laisse le pays au milieu des années 80. Avant mon départ pour la France, le problème de l'eau était plus ou moins bon. On consommait de l'eau propre. Il y avait encore de l'eau potable. Potable d'autant que dans ma vie, j'ai eu, n'est-ce pas, à assister, n'est-ce pas, aux opérations, au processus, n'est-ce pas, de traitement d'eau. À l'usine, n'est-ce pas, d'adduction d'eau de Kintundi. Je peux vous dire que sous cette casquette-là, j'avais accès à cette usine parce que nous y assurions la garde. Dans une autre vie, j'avais effectivement la possibilité, n'est-ce pas, d'assurer la garde. C'était un des sites. C'est à cette occasion que vous appreniez finalement, vous étiez initié au traitement de l'eau. Et là, absolument. Je voulais vous poser tellement bien avec les agents de la SNDE. Oui. Voilà. On était tellement bien avec les agents de la SNDE que les chefs nous introduisaient, nous apprenaient même comment expliquer, comment traiter de l'eau, comment mettre, n'est-ce pas, du calcaire dans de l'eau. Donc, on savait. Ils nous ont est-ce que réellement, pardon, Christian Gilbert, est-ce que cela nécessitait vraiment les grands moyens technologiques pour le faire? Mais non, mais non. Mais non. En tout cas, c'est du moins l'explication qu'on nous donnait. Parce que nous participions même parfois à ce traitement-là. Nous participions même à ces opérations de traitement d'eau. Il arrivait qu'on nous demande, oui, bon, ben, ouvrez tel sac, versez telle quantité. Si c'est la moitié, c'est la moitié. Si c'est tout, c'est tout le sac, on le vidait dans le bac. Et puis bon, puis voilà, on assistait à tout.
Mais qu'est-ce Bon, qui peut donc, donc je ne expliquer comprenais pas. qu'aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui, le Congo ait ce problème d'eau, mais un problème récurrent, parce que depuis quelques 2 décennies, les Congolais n'ont plus d'eau potable. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Ben, à mon niveau, je n'ai aucune explication. Il n'y a que eux-mêmes, ben, ceux qui sont effectivement, ben, qui peuvent donner explication à ça. Et j'ai eu l'occasion d'avoir même un ami euh, qui a assuré les hautes fonctions au niveau de la SNDE. Cet ami-là, c'était le DG de la SNDE. De l'époque. Et je l'ai même accueilli de l'époque. On s'était retrouvés en France là-bas, Paris d'abord, et puis il est même descendu à Montpellier avec un cousin qui était, enfin, qui est médecin encore jusqu'à aujourd'hui, il est médecin. Pour ne pas le citer, il s'appelait Daniel. Bon, le nom, je pourrais le Voilà, citer par évidemment. la suite. Mais C'est un Christian Gilbert, tout à l'heure, vous avez dit, vous avez Oui. quitté le Congo en ce temps-là. Bon, après, vous êtes rentré, hein, parce que vous étiez voilà, parti pour des études, c'est bien cela, dans les années 80. Et vous disiez qu'il y avait de l'eau, on peut le dire à foison, hein, Il y de avait l'eau de l'eau. potable. Et en ce temps-là, Ah je me oui, il y rappelle avait de l'eau. encore, on pouvait trouver des fontaines publiques dans les quartiers. Ça existait. Absolument. Tout le monde pouvait s'approvisionner Absolument. le plus tranquillement possible. Et Absolument. maintenant, est-ce qu'on peut parler de la démographie finalement? Est-ce que c'est un problème de croissance démographique qui pose, qui entraîne ces C'est difficultés, une ou des bien ce sont explications. des gouvernants qui n'ont pas, comme qui dirait, gouverner c'est prévoir, qui n'ont pas su Tout à fait. voir les choses à temps? De toute façon, un gouvernement qui est digne de ce nom, même si il y a eu ce qu'on appelle, enfin, ce que eux, ils disent des occupations anarchiques, mais ils doivent accompagner ces occupations anarchiques dans la mesure où ils les ont laissé faire, ces occupations. Parce que le gouvernement, s'il est responsable, il doit euh, nantir, n'est-ce pas, une superficie, un domaine, un terrain, et puis l'attribuer, n'est-ce pas, le mettre en vente. Donc, ces occupations anarchiques n'expliquent pas tout, même si c'est une des raisons que, justement, le responsable qui s'occupait de machin m'avait donné. Oui, Hein, mais qui évidemment, à ce s'occupait des niveau-là, il y appels. a quand même des choses à se dire. Un gouvernement, comme vous l'avez dit, c'est un gouvernement qui doit savoir planifier. Et s'il y a une démographie croissante, le gouvernement devait le Tout à savoir fait. qu'attention, en telle année ou dans 10 ans, voici ce que ça va donner. Et puis, dans ce Tout à cas, fait. prévenir au lieu d'attendre que le drame arrive pour commencer à se justifier. Mais là encore, il faut qu'on dise quand même des choses. Lorsqu'on parle de l'occupation ou des occupations anarchiques, il n'y a pas des robinets dans ces quartiers. À ce que je sache, c'est des quartiers qui n'ont pas une distribution de l'eau potable. C'est faux. C'est plutôt dans les centres-villes que l'eau manque, curieusement. Mais jusque dans les centres villes, bien sûr. Moi, j'ai habité à l'époque à Makelekele, rue Biza, juste la première rue parallèle au goudron. Mais je suis parti, j'ai laissé de l'eau, je suis revenu, il n'y a plus de l'eau. Et pire, le jour où j'ai décidé de chercher à aller voir euh, les logeurs de l'époque, mais j'ai appréhendé tellement que quand je prends ben, le taxi s'engouffre dans cette rue, je n'ai pas reconnu. Il y a tellement des érosions. La deuxième rue, juste derrière le PSP de Makelekele. Donc, j'ai dit non, mais quand on me dit non, non, mais voilà, c'est ici. J'ai dit quoi? C'est maintenant comme ça. Un délabrement incroyable. Incroyable. Et ça veut dire que Dans le d'autres Congo, pays, au lieu d'avancer comme les autres pays, le Congo a mais vraiment reculé, mais quelqu'un disait on est allé même
plus bas que terre, parce que là, on ne comprend plus ce qui se Mais passe au bien sûr. Congo-Brazzaville. Et là, je voudrais vous faire intervenir sur une information sur laquelle vous êtes tombé en 2008. Vous êtes encore en France, à Montpellier, bien sûr. Il s'agit bien sûr de l'avis de sollicitation à manifestation d'intérêt. Et là, il était question donc, voilà, les études de réhabilitation, de renforcement et de développement du réseau de distribution d'eau potable à Brazzaville. C'est le 27 novembre 2008. Et là, vous tombez sur cette information, sur ce dossier, où vous dites, ben, tiens, je suis congolais, alors puisque ça concerne mon pays, vous avez commencé quelques démarches, des contacts, et jusqu'à leur proposer une entreprise qui a mais vraiment de l'expertise en la matière. Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut revenir sur cet épisode? Mais justement, vous avez bien fait de rappeler en tout cas ce point parce que c'est le point de départ de mes démarches auprès du ministère des Finances de mon pays, qui avait émis ces avis. Alors, après lecture de ces avis, on me disait, même là, demeure encore comme ça. À ce moment-là, en novembre 2008, je suis à Nîmes, une ville de taille beaucoup supérieure par rapport, n'est-ce pas, à Brazzaville. Parce qu'à l'époque, déjà, Nîmes devait avoir 900 à 1 million d'habitants, ce qui n'était pas le cas de Brazzaville. Et donc, je fais recours à mes amis qui étaient des responsables de plus haut niveau dans une société qui s'appelle la SAUR. S-A-U-R. Et je leur explique la situation. Ils me demandent, n'est-ce pas, d'envoyer les avis d'appel d'offres en question. Et je le fais immédiatement par mail, machin et tout. Et ils lisent ces avis. Et dans la soirée, on s'entretient. Ils disent, oui, mais effectivement, on peut en tout cas vous aider. Et c'est ça qui me permet d'avoir le courage de contacter Monsieur Wilfried Wilfried Albert Ossier, directeur de cabinet donc, du ministre des Finances à l'époque, qui devait, n'est-ce pas, superviser ces opérations. Parce que ces opérations concernaient et l'électricité et l'eau, dans les mêmes termes. Le monde n'a pas changé, les mondes n'ont pas changé, c'est simplement lorsqu'il s'agissait, n'est-ce pas, de l'eau, on précisait, et lorsqu'il s'agissait, n'est-ce pas, de l'électricité, on précisait. Sinon, les termes sont les mêmes. Alors, j'envoie un mail à ce monsieur en soirée, et puis j'attends. En tout cas, ce monsieur, il a pris tout son temps. C'est le dernier week-end, si vous lisez la date de clôture, c'était le mercredi 17 décembre, c'est le jour de la clôture des dossiers. Et donc, le week-end, vendredi soir, il m'envoie un mail pour dire « Ah, mais je m'excuse, en tout cas, je n'étais pas sur place. » Comme pour vous prendre au dépourvu. C'est peut-être ça. Mais je dis, mais c'est pas possible. Mais les cadres congolais, comment? Mais comme si, bon, il faut être sur place pour lire un mail et répondre. Aujourd'hui, un DIRCAB, en tout cas, quand il voyage, il est en mission, il est dans un hôtel. Et tous les hôtels, même à l'époque déjà, il y avait des moyens de communication plus avancés, oui, bien sûr. Moyens de communication. Voilà. Donc, je n'avais pas compris. Mais enfin, bref, j'ai pris ça. Et le lendemain, le samedi, finalement, j'avais répondu dans la nuit avant de me coucher. Et le samedi, il a cru de m'appeler. Cette fois-ci, il m'a téléphoné, ce monsieur. Je l'ai eu au téléphone. Il me dit, vraiment, je suis très admiratif de votre geste malgré le temps que vous avez passé là-bas. Je dis non, mais c'est tout à fait normal. Mais ça me fait de la peine de savoir que mon pays est dans cette situation et que j'ai des connaissances que je ne puisse pas mettre en mouvement
les atouts que je peux, n'est-ce pas, mettre à la disposition de mon pays. Et j'avais précisé que j'étais totalement désintéressé. C'est peut-être ce qu'il ne fallait pas faire, parce que depuis que je suis rentré, je crois que j'ai appris beaucoup de choses. Donc, Et ça, mais enfin, vous voulez pas en parler alors? Ouais. Ce que vous avez appris. Mais écoutez, je devais dire que ce que je pensais et je sentais. Et donc, après, je lui ai dit, bon, ben écoutez, on est samedi aujourd'hui, la clôture, c'est le mercredi. De toute façon, la clôture des dossiers se fait toujours à minuit. Donc, d'ici mercredi, je vais mobiliser mes gars. On va travailler pour réunir toutes les pièces nécessaires. Et le lundi, tôt le matin, j'ai contacté, mon ami, je l'ai appelé depuis d'ailleurs le samedi même. Hein. Et le week-end, le lendemain, le dimanche, nous avons essayé, n'est-ce pas, d'esquisser qu'est-ce qu'il fallait faire, etc., etc. Donc, le lundi, aux premières heures, nous avons commencé à travailler par même visioconférence. C'est la première fois que j'ai travaillé en visioconférence. Là-bas, heureusement qu'il y en avait déjà. Donc, nous avons travaillé lundi, mardi, mercredi. Avant midi, les dossiers étaient prêts. Et d'ailleurs, ce n'est pas un seul dossier, c'est 2 dossiers. Sur conseil de M. Ossier, il fallait joindre une deuxième société qui vient en appui pour nous pour avoir la possibilité, n'est-ce pas, d'être sélectionné. Parce que si on ne retient pas l'une, on retiendra l'autre. Donc, on a bossé comme des fous. Et le mercredi, en début d'après-midi, on faisait un ouf de soulagement puisque le dossier était prêt et envoyé. Et M. Ossier a accusé réception. Et quand il a accusé réception, je lui ai dit, bah, écoutez, dans très peu de temps, je serai à Brazzaville, donc à l'occasion, on pourra se voir. Il dit, en tout cas, ce serait vraiment très, très, très bien. Il m'a dit comment faire pour le voir. Il faut simplement s'adresser au service au secrétariat, du protocole, on va du vous secrétaire. recevoir. Dites-leur que c'est de la part de monsieur le directeur de cabinet, et puis bon, voilà, c'est fait. Absolument, absolument. Donc, malheureusement, depuis que je suis rentré, j'ai tenté de le joindre, mais quand j'arrivais au protocole, on me disait qu'il fallait passer au secrétariat. Quand j'allais au secrétariat, on me disait non, mais c'est le protocole qui s'en occupe. Je n'ai pas vraiment forcé dans un Trafalgar que je m'étais retrouvé. Et donc, il fallait que voilà, je me ravise. Oui, et puis, bon, mais ben, finalement, voilà. la suite, c'était quoi? Est-ce que vous avez cherché à comprendre quelle a été finalement la société qui avait été retenue? Parce que là, vous proposez quand même, vous faisiez des suggestions sur une entreprise qui a de l'expérience, la SOR, tout le monde sait. Mais ils sont créés en 1933, s'il te plaît. 1933. Donc c'est une société qui est même plus ancienne que les nôtres, qui a de l'expérience, qui assure le service, n'est-ce pas, de l'eau dans une ville de plus d'1 million à Nîmes. Mais pas seulement Nîmes. Les petites villes des environs, Gaillac, Lunel, etc., etc. Mais surtout, une ville comme Marseille. Elle n'est pas la société, hein, elle n'a pas le monopole. Oui, tout à fait, je comprends très bien. Mais le problème, elle est une des sociétés qui assure le service d'adduction. D'adduction d'eau. Alors, ici, je voulais un peu comprendre avec vous une chose, c'est que pourquoi n'a-t-il pas souscrit à vos suggestions, à vos propositions? Est-ce qu'on peut penser que, quelque part, parce que c'est quelqu'un qui probablement s'attendait à des rétrocommissions, comme d'habitude, et s'est dit, bon, comme il y a déjà notre Congolais qui est voilà, informé de ce dossier, je préfère ne plus voilà, avancer avec lui parce qu'il saura tout ce qui va se faire après, surtout que vous avez pratiquement tous les dossiers. Et que c'était vos amis, alors il s'est dit, si je continue à
traiter ou à dealer, entre guillemets, avec cette entreprise, c'est sûr et certain qu'il y aura des fuites d'informations et c'est ce qui aurait probablement, voilà, l'empêché de continuer avec C'est nous. Mais dommage qu'on après, sacrifie. alors, mais là, nous sommes en C'est dommage 2008. qu'on sacrifie. On est en Ouais, 2008. Maintenant, en c'est 2024, ça. le problème se pose, mais vraiment avec acuité. Et les services, bien Ouais, sûr, de distribution d'eau potable au Congo-Brazzaville sont, mais de plus en plus médiocres. absolument, absolument. J'ai pas laissé la couleur de l'eau que je suis venu trouver. Dolizi oyo mai ya dolizi oyo ezobima na pompe ezobima na ndako maintenant boye bakoloba ke epidémie ezowuta na mai te yai maske na basika na pompe na dolizi yai na kati ya inzo na douche wafase baleni jones ke epidémie ke na kapika ave na maza maki yai maintenant si mutu meno yao directement est-ce qu'il y a qui vit? Ah, maman, Seigneur Jésus, c'est le de la pompe. Eh, mais t'es fou, hein? Mais t'es fou, oh, Seigneur, après, il va te facture à Maza. Ah, si. Oh, la Congolaise des eaux. La Congolaise des eaux. Même Maza, il y a le fleuve ou bien Maza, il est même propre. Je dis après. Oh là là. Mama nzambi mani mama le Congo kufuire taleno mamba mataduka kuku château d'eau mamba mataduka taleno mamba ku château d'eau beto mamba mvingu mama ku château d'eau beto mamba makitano taleno kuwonda batawaye batuwenda vraiment mamba ku château d'eau mamba mpila yawiye ku château d'eau Voici l'eau qui sort du robinet à Brazzaville. Brazzaville. L'eau qui sort du robinet. Là, on est à Brazzaville. Vraiment. C'est d'aller sur WhatsApp. Le coule à la pompe. L'eau paxée. C'est bizarre ça. Oh. Ça sent quand même. Tale benu tale mazi kena kubaki na pompe yai betike noya wo betike saliki poto ya me dire na kubaki ya desert ditaya na basaka kani yai kaka na kubasika ame sukuru bilelo ba me saliki yai mambo yai nanu na mona awa na filu e tal mazi baka na kupesa beti tal kulere poto La couleur jaune ou brune ou je sais pas quoi. Mais j'ai pas laissé. Ça veut dire que l'eau n'est pas traitée. Oui, mais parce qu'on nous disait à l'école primaire, hein, c'est ce qu'on apprenait. Une bonne eau, c'est L'eau celle n'est qui pas n'a pas traitée. d'odeur, Et qui n'a le pas de service colore. Donc l'eau est inodore, incolore, et voilà. Et d'ailleurs, il y a même une justice au Congo qui C'est la est des définition même policiers de qui la sont potabilité inodores. de l'eau. Pour, pour reprendre le procureur de la République au Congo qui disait la police est inodore, incolore, et bon voilà. Donc on apprenait que l'eau était incolore, inodore, et puis ben, là, depuis un certain Voilà. temps, donc comme vous l'avez dit, on a une couleur d'eau, mais franchement qui fait frémir. Il y a même de l'eau, la couleur verte comme le citron, jaune comme le gingembre, et puis bon, après il y a encore une eau mais beaucoup plus sale que ça. Alors, mais lorsque vous observez tout cela, Christian Gilbert,
Quelle analyse Oui. cela vous inspire? C'est vraiment de l'incompétence ou simplement parce que, ou peut-être une politique, voilà, une volonté politique de ne pas vouloir fournir de l'eau Je crois potable? il y a un peu de tout ça. Il y a un peu de tout ça. Euh, je, je- J'en veux pour preuve les signalements que je fais au service en question de la Congolaise des eaux, ce qui devient la Congolaise des eaux. On n'a même pas fait un effort particulier. Hein. Nous n'avons fait que copier la Lyonnaise des eaux, la Congolaise des eaux. Aujourd'hui, c'est la Congolaise des eaux. Mais il y a des fuites dans mon quartier. Je prends les photos, je les amène au service de recouvrement, puisque c'est le service le plus accessible. Je me dis, bon, si je m'adresse à ce service de recouvrement, il connaît ses collègues que, bon, il va. Effectivement, quand j'arrive, je pose la question, est-ce que, machin, tout. Ah oui, oui, oui. Je laisse les côtés. Figurez-vous, mon cher frère, que j'ai laissé en septembre 2023. Je prends des photos, je m'adresse au service de recouvrement. Oh non, mais en tout cas, on va saisir le service en question. Jusqu'aujourd'hui. Nous sommes en 2024, décembre 2024. On est en 2024, on est en novembre, décembre, même décembre, on est le 17 décembre 2024. Ces fuites en question ne font que s'aggraver. Ou peut-être qu'ils ont oublié. Est-ce que vous les avez relancés? Dernièrement, je suis passé au mois de septembre, dire, mais cette fois-ci, je les ai même engueulés. J'ai dit, mais c'est pas possible ça. Mais comment on peut expliquer comment on peut expliquer cette léthargie-là? Septembre de l'année dernière. Là, on est au mois de septembre 2024. Une année que je vous ai fait le signalement sur les fuites dans mon quartier. Et donc, l'eau continue voilà, à couler comme ça, bien sûr, alors qu'ailleurs, les gens n'en ont pas. Voilà. Mais bien sûr. J'ai encore pris les photos. J'ai dit, bon, voilà, cette fois-ci. Ah oui, mais effectivement, j'ai balancé ma chérie. J'ai dit, bon, cette fois-ci, j'espère que tu vas faire. Et ça, depuis septembre de cette année, on est en décembre, rien n'est là. Avant notre entretien, je suis sorti, j'ai vérifié. Non, non, ça continue. La fuite qui est juste à côté de chez moi, non, non, ça continue. Donc, alors voilà pourquoi moi je vous posais la question de savoir si c'est une volonté. Il y a de l'incompétence, mais il y a aussi une volonté peut-être politique. Une volonté peut-être, oui, évidemment, de ne pas vouloir fournir de l'eau. Cet avis-là n'était pas du ressort des techniciens seulement. Celui qui engage la dépense, c'est le gouvernement de la République. Les dépenses avaient peut-être été engagées, mais je ne sais pas ce qu'on en a fait. Toujours est-il que le temps a passé. Et depuis, il y a eu plusieurs formules. On est passé de l'eau pour tous. Aujourd'hui, on parle de quoi? L'eau puissante. Bon. La population est toujours abandonnée à elle-même, impuissante. Oui, mais le problème, c'est comme vous avez dit tout à l'heure. En fait, moi, je pointe beaucoup plus la volonté politique parce que on ne dira pas que c'est l'argent qui manque. Le Congo est un pays très riche et nous rappelons ici que 14 000 milliards ont quand même disparu comme ça. C'est 26 milliards de dollars américains, donc l'équivalent de 7 ans de budget du Congo-Brazzaville. Là, c'est ce que nous connaissons. Mais après, il y a d'autres voilà, scandales qu'on ne peut pas continuer à révéler ici, de l'argent du Congo qui, voilà, dilapidé comme ça à tour de bras. Et nous rappelons ici qu'en août 2013, le gouvernement congolais avait lancé un projet que vous connaissez très bien, Eau pour tous, qui visait donc d'améliorer le taux d'accès à l'eau potable. Projet dont la durée était de 3 ans. Près de 193 milliards de francs CFA avaient été débloqués pour cette opération, donc soit 322 millions de dollars US. Malheureusement, 5 ans après, 2886 forages ont été installés. Malheureusement, tous ces forages, aucun n'est fonctionnel aujourd'hui.
Et nous apprenions d'ailleurs, lors de son discours, je crois, à l'occasion du 66e anniversaire, la célébration de la fête de la République, Denis Sassou Nguesso disait, voilà, ces forages ont été vandalisés, bon voilà. Et il se posait même la question, mais où étaient les préfets, où étaient... Donc, 2865 forages installés, qui sont partis comme ça en fumée, donc 91 milliards de francs CFA partis en fumée. Mais non seulement ça, il y a aussi 2000 autres forages de ce même projet qui n'ont jamais été installés. Où est passé cet argent? C'est quand même près de 100 milliards de francs CFA. Et donc, Denis Sassou Nguesso donne une information comme ça sans dire si les gens ont été interpellés ou non. Qui est responsable? Et c'est là où moi je veux vous poser une question, mais bien avant, on va suivre ce reportage qui porte évidemment sur ces forages, c'est-à-dire eau pour tous. Et on revient sur le plateau. Suivez. Eau pour tous, un projet hydraulique financé par l'État congolais en 2013. Malheureusement aujourd'hui, non, disons plutôt depuis, les populations rurales de divers départements du pays, bénéficiaires de ce projet, ne savent plus à quel sens se vouer. Ces forages sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. L'eau ne coule pas, plutôt ne coule plus. Au départ, l'eau coulait régulièrement des robinets, mais depuis un moment, plus rien. Actuellement, nous sommes obligés de gravir les montagnes pour nous approvisionner. Les femmes vivent ce calvaire et doivent payer pour avoir de l'eau. Cela fait déjà 3 ans que ces installations ne fonctionnent plus. Femmes comme jeunes peinent à avoir de l'eau. Nous vivons une situation difficile. Au-delà de cet abandon, l'incivisme des populations empire la situation. Les pompes du bas, tout est complètement foutu. Même quelque part, on a eu un cas de vol, il n'y a plus de batterie, il n'y a rien. Entre-temps, nous avons pris, on réserve les panneaux. Ça se trouve auprès de moi, le secrétaire du village, il y en a 10. On parle d'un financement de 193 milliards en vue de favoriser l'accès à l'eau potable à hauteur de 90% auprès de la population rurale congolaise. Le projet Eau pour tous serait-il tout sauf contraire? Qu'en est-il du suivi de ces forages? Pour l'heure, aucune réponse face à cette impasse. Alors, donc voilà, Christian Gilbert, moi je reviens sur ma question parce que là, on se rend bien compte qu'un projet qui a coûté beaucoup d'argent du contribuable congolais, c'est quand même 193 milliards débloqués, totalement débloqués. Denis Sassou Nguesso dit on a installé 2865 forages. Tout est parti en fumée parce que tombé en panne, pas d'entretien, ben voilà. Après, bon, les gens s'accusent, c'est des jeunes, les jeunes disent, ben c'est le gouvernement qui n'a pas voulu entretenir. Bref, qu'à cela ne tienne. 2000 autres forages n'ont jamais été installés alors que l'argent était sorti. L'élégance voudrait que Denis Sassou Nguesso dise en public, comme il l'a fait d'ailleurs, qui est l'auteur de ce scandale. Pourquoi ne l'a-t-il pas dit? Est-ce qu'on peut finalement penser que c'est... Voilà pourquoi je disais, est-ce que ce n'est pas une politique, en fait une volonté? Est-ce que ce n'est pas une volonté politique, délibérée, de ne pas vouloir fournir de l'eau aux Congolais? Parce qu'on ne peut pas sortir autant d'argent et voilà, un matin, on peut venir dire aux Congolais, voilà, on a sorti l'argent, mais les voyous, les bandits ont tout détruit. C'est trop facile pour un chef d'État. Après, on a appris que cet argent, c'était quoi? Asperbra, le brésilien, je crois, une société brésilienne comme ça, Asperbra, qui avait reçu, qui avait eu ce marché. Bon, après, nous apprenions d'ailleurs que le directeur, si c'est le président directeur de cette société, je ne sais pas, était même en justice, traduit en justice pour corruption. Il avait même été condamné. Et donc, en sorte, le Congo se confie parfois aux criminels, aux petits voyous. Depuis Odjedj jusqu'à ces messieurs-là, je ne sais pas comment nos autorités font confiance à ces étrangers. Mais dans tous les cas, on en serait, ils auraient, n'est-ce pas, retenu la société, la SOR, qu'on n'en serait pas là.
de toute évidence. Parce que non seulement elle a la compétence, mais ensuite, ils ont la possibilité de suggérer, n'est-ce pas, la construction, la vraie construction, pour faire ressortir les avaloirs dans la rue, là. Vous voyez, quand vous vous promenez en plein Paris, vous avez, n'est-ce pas, des trous d'égout, souvent comme ça, et ces trous d'égout, souvent, ils ont fait la connexion avec, n'est-ce pas, l'adduction d'eau. Donc, ils ont la possibilité de nous aider à construire bien nos villes, notre ville capitale. Est-ce que c'est pour dire, Gilbert, question Gilbert, est-ce que c'est pour dire que le Congo, en fait, ne veut pas se faire aider? C'est aussi une volonté, hein. On dit, bon, écoutez, laissez-nous dans notre situation, ça nous va comme ça, et puis voilà. Il y a d'autres qui tirent profit de cette situation, pourquoi pas? Mais c'est ça le problème. En fait, peut-être qu'ils savent avec qui se mettre pour tirer profit, n'est-ce pas, des deniers publics. C'est peut-être ça. Hein. C'est ce que l'on peut en déduire de cette façon, n'est-ce pas, de faire. Alors, nous allons donc vers la fin de cette émission. Alors, vous disiez tout à l'heure, en 2008, évidemment, dans une tribune que vous signez, vous l'avez rappelé d'entrée de jeu, intitulée «L'Afrique, grande oubliée de la crise financière, la France n'a pas mobilisé des moyens». Alors, aujourd'hui, depuis hier, il faut le dire comme ça, se tient donc à Yaoundé un sommet extraordinaire de la CEMAC. Et là, on a entendu donc dire Paul Biya, qui accueille d'ailleurs ces assises, et c'est presque une alerte. Si rien n'est fait, selon diverses expertises, nous pourrions, donc les États bien sûr de la CEMAC, faire face à des conséquences désastreuses, à la fois pour nos pays et pour notre sous-région, a-t-il déclaré. Est-ce que c'est une manière d'annoncer déjà à la zone CEMAC ou peut-être une nouvelle dévaluation qui profilerait à l'horizon? Et si c'est le cas, comment finalement, puisque avant, dans votre tribune, vous proposiez même à l'Afrique de sortir carrément du franc CFA? Absolument. C'est une question que je connais assez bien puisque dans mon livre intitulé « La France et son immigration », j'avais consacré déjà un chapitre sur la question du franc CFA. Et quand je suis rentré au pays, au sortir d'une discussion au mémorial Pierre Savoyant de Boisa, les journalistes de notre média national m'avaient abordé et m'avaient tendu leur micro et question m'avait été posée sur justement cette question du franc CFA. Et j'avais indiqué qu'il était, n'est-ce pas, urgent de réfléchir. On est en 2012, 2011 ou 2012. J'avais indiqué qu'il fallait commencer déjà à réfléchir parce que nous sommes déjà au niveau de l'Afrique centrale en retard même par rapport à nos amis de l'Afrique de l'Ouest qui, eux, sont en avance sur cette question. Et ça n'est pas un hasard si ce serait même pas étonnant que le président sénégalais et son premier ministre Sonko puissent, n'est-ce pas, demander à s'affranchir de cette monnaie, de même que nos camarades du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Donc, c'est une question au niveau de l'Afrique centrale, c'est une sorte d'épée de Damoclès qui pèse depuis longtemps, depuis un certain temps. En 2016 déjà, les bruits suggéraient qu'il devait avoir une dévaluation. 2016. Et on avait absolument, on avait échappé parce que bon, ben voilà, la situation déjà politique au niveau de la sous-région n'était pas normale. Et s'il fallait ajouter la dévaluation, la France avait craint que justement l'Afrique centrale puisse bouger elle aussi. Et c'est peut-être là que nous allions en tout cas nous réveiller brutalement parce que cette situation est tout à fait terrible.
Donc, on ne sait pas ce qui adviendra. J'ai lu tout à l'heure même sur Internet que ça n'est pas à l'ordre du jour, mais on les connaît, les Français surtout. Oui, C'est ce n'est jamais pas à à l'ordre l'ordre du du jour. jour Hein. dans tous les cas, mais même la première Même la dévaluation avait été dévaluation. imposée. Donc, si la France dit Absolument. aujourd'hui, on impose une nouvelle dévaluation, je ne vois pas ces Absolument. pays-là, voilà, Nous allons toujours échapper. la subir. Ouais. Alors, mais s'il faut Nous vraiment allons toujours la subir. s'affranchir, vous pensez que le Congo peut le faire avec notre économie? On peut s'affranchir du CFA? C'est possible? Ah ben écoutez, mais nous serons obligés de toute façon. C'est peut-être pas avec nos gouvernants actuels, je précise bien, mais ceux à venir, la question ne se posera pas. Il faudrait à tout prix qu'ils réfléchissent, n'est-ce pas, à la sortie de la zone franc, parce que elle ne sert strictement à rien. Si ce Strictement à n'est rien. C'est à donc, fournir, voilà. n'est-ce pas, C'est à l'avantage, tout voilà, avantage pour la France, bien entendu, même s'il y a ceux la qui France. font comme ça. C'est la Mais France c'est qui tire le meilleur parti de cette zone. Mais quelles pourraient être donc les conséquences si jamais une seconde, il faut dire, une nouvelle dévaluation avait lieu? Et c'est par là qu'on va terminer par cette réponse. Quelles pourraient être les conséquences? Mais les conséquences, déjà le pouvoir d'achat des Congolais, pour ne parler qu'au niveau du Congo, le pouvoir d'achat des Congolais est le panier de la ménagère, comme on dit Est vulgairement, menacé, oui, oui, ça il est c'est au vrai. plus bas, complètement. S'il faut dévaluer, surtout que nous, tout ce qu'on mange, c'est ce qu'on importe. Mais vous allez importer avec quel argent? Oui, là, ça veut dire Déjà, que avec, même les importations, disons, le montant, c'est ça qu'il faut dire, va doubler parce que actuellement, absolument, je ne sais pas si ça a changé, le Congo importe pour 700 milliards, rien que l'alimentaire, 700 milliards par année. Et donc, si on dévalue, ça va passer à 1400 milliards d'importations, rien que absolument, il faut l'alimentaire. Mais, multiplier par deux. là, c'est fini, Voilà, ça sera, ben, c'est une mais bombe. complètement, absolument, absolument. C'est chaotique, hein, on est dans une situation tout à fait terrible. Je ne sais pas si bon, ceux qui prient le bon Dieu, je ne sais pas si Dieu voit tout ça. Dieu C'est au devrait le pasteur voir. qu'il faut Parce que demander. là, finalement, l'année 2025 s'annonce très difficile pour les Congolais. Et si jamais cela pouvait arriver, mais c'est très grave parce que, et déjà, le cours du baril est annoncé à la baisse en 2025. Là encore, voilà, par rapport à la déclaration de Paul Biya, on comprend très bien qu'il y a quelque chose qui semble se décider, mais pas trop bien pour les Africains. Alors donc, on ne sait pas comment est-ce qu'on va vivre en 2025. À cela ne tienne, c'est au gouvernement, évidemment, de proposer ben, des mesures d'accompagnement, pourquoi pas, et d'essayer un peu d'atténuer cette crise pour que les populations ne vivent pas vraiment ce drame. Alors, Christian Gilbert, je vais vous laisser les 2 secondes hein, pour conclure. Qu'est-ce qu'on peut retenir à la fin de cette émission? Je crois qu'on s'est presque tout dit sur cette question. En conclusion, j'ai retenu deux petites pensées de deux éminentes personnalités. Le premier, c'est Jean-Jacques Rousseau, qui a écrit Le contrat social. Il aimait bien dire que nul n'est assez fort pour être toujours maître, s'il ne transforme pas sa force en droit et l'obéissance en devoir. Donc, pour dire que Nul n'est assez fort rien n'est éternel s'il sur ne la terre. transforme. Tout a un commencement et une Absolument. fin. Voilà. Transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. La deuxième pensée, c'est celle de Jean Jaurès, qui disait « Il n'y a pas de liberté toute faite. La liberté ne naît pas du sol ni du climat. Elle naît de la lutte et de l'effort des hommes. » La première pensée,
si vous avez bien compris, je m'adresse à ces hommes qui se croient forts et forts pour toujours. La deuxième pensée, je la destine, n'est-ce pas, au peuple congolais qui doit se réveiller parce que les jours à venir sont à craindre. Voilà, mon cher ami. Les jours à venir sont à craindre. Voilà, ils seront probablement très difficiles en fonction, bien sûr, des prévisions que nous avons. Et c'est aussi le moment de dire aux Congolais de beaucoup lire parce que finalement, beaucoup d'informations échappent aux Congolais, ce qui fait qu'à un moment donné, on a l'impression que personne n'est informé et qu'on attend des surprises. Et quand ça arrive, généralement, c'est très difficile à gérer. Merci, Christian Gilbert Mabiala, d'avoir été avec nous sur R7. Ce n'est qu'une première. Mabiala Gachi. Voilà. Mabiala Gachi, bien entendu, c'est un nom composé. Merci de me l'avoir rappelé. Et donc, je disais, ce n'est qu'une première et ce n'est pas la fin. Donc, voilà. Et prochainement, on reviendra pour d'autres questions. L'actualité toujours. Et grand merci donc d'avoir disposé ce temps. Avec plaisir. Merci bien. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, je ne cesserai de vous rappeler, c'est de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo, partagez massivement et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Cela nous fera énormément plaisir. Merci, on se retrouve très prochainement.